Le bonheur, il est immense, le plaisir est intense. C'est une joie de vous retrouver pour parler sport sur notre chaîne SOS Docteur TV. Trois thématiques nous interpellent. Aujourd'hui, nous parlons d'abord de la DL NATO avec la suite du bilan à dresser, bien sûr, avec deux formations. Il s'agit de l'Étoile filante de Lomé et puis Espoir FC du Zio. Nous parlons également de la visite ou soit de la tournée du patron de la FTF, le colonel Guy Kosciakovic, qui était dans les savanes pour apprécier l'état d'avancement de la pose de la pelouse, bien sûr, dans cette partie du Togo. La dernière thématique concerne, bien sûr, le profil ou soit encore l'identité et les charges à venir du prochain sélectionneur des éperviers du Togo à quelques semaines, bien sûr, du début des éliminatoires de la CAN 2027. On en parle, bien sûr, dans l'instant débat. Voilà nos thématiques du jour. Merci encore une fois de prendre le plaisir de nous suivre. On vous retrouve dans quelques secondes. Le temps, bien sûr, de retrouver le jingle Actu National. À tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes tout heureux de vous retrouver pour parler bien sûr de l'actu sport ici au Togo, en Afrique et dans le monde. Nous avons nos spécialistes comme toujours sur ce plateau. Charles D'Ernesto, il est bien avec nous sur ce plateau. Charles, bonjour et merci encore une fois de répondre à notre invitation. Bonjour Angelo, c'est un plaisir pour moi d'être là encore aujourd'hui pour parler de l'actualité nationale et internationale. Comment portez-vous ? Je vais bien. Le taekwondo également va bien. Hein? Le taekwondo se porte bien. On aura le temps d'en parler en tout cas lundi dans cette émission pour justement avoir plus d'infos sur cette activité, cette discipline-là. Également, David Oulouni nous fait l'honneur de nous accompagner. Bonjour David. Bonjour Angelo. Bonjour Charles. Mes fraternelles salutations à tous les téléspectateurs. Vous allez bien? Très bien. Aujourd'hui, vous êtes habillé en rockstar, hein? Voilà. Ah ben oui, votre veste, hein. Elle en dit non. Voilà. Tout ça, en tout cas, pour vous donner le sourire avant de démarrer, bien sûr, cette émission. Messieurs, on va parler toujours de la DL NATO. On rappelle que le championnat est en pause. Le retour à la compétition, ce sera à partir du 21 février. Et bien sûr, les équipes ou les acteurs également, tout comme les joueurs, essayent de retrouver un peu, bien sûr, du temps de répit avant de recommencer, bien sûr, la phase retour. Et l'on s'intéresse, bien sûr, à cette équipe de l'Étoile filante. Charles, en tout cas, pour la première phase, hein, pour la première partie de la saison, l'Étoile filante qui termine, en tout cas, à une place intéressante. D'aucuns peut-être auraient pensé que l'Étoile filante serait en difficulté, même après une série de mauvais résultats. On pourra dire que oui, avec Tony Agbessi, c'est un bon résultat à la fin, ne serait-ce que la première partie de saison pour l'Étoile filante de Lomé. Ben, je pense que, au vu de ce que le club a traversé lors de la fin de la saison dernière, et vu l'entame, ça veut dire que au niveau des dirigeants, on a su corriger très rapidement le tir, parce que le maintien de l'Étoile filante en DL NATO pour cette nouvelle saison était finalement une affaire administrative, oui. Puisque à la fin de la saison, selon le classement, l'Étoile filante était relégué, mais il y avait eu quelques recours qui ont été formulés par le club sur certains joueurs de Gomido, puisque l'Étoile filante avait joué face à Gomido lors de la dernière journée de la saison dernière, oui. Et le club avait perdu. Et donc, suite à ces réclamations et à ces recours, l'Étoile filante a eu gain de cause, et finalement, c'est CDF Akumo qui en paie les pots cassés. Et pour la nouvelle saison, oui. On a fait venir Tony Agbessi, qui a eu le temps de bâtir une équipe compétitive avec des jeunes. Ouais, quand on parle de jeunes, c'est vrai, c'était des jeunes qui étaient déjà là la saison dernière, qui avaient moins de temps de jeu, et lui, il a bâti son équipe avec ces jeunes-là, qui ont été compétitifs à l'avant-saison, qui ont beaucoup travaillé. Et en début de saison, on a vu les résultats sur ces 3 premiers matchs. Oui. Ben, c'était le 3/3 parfait. Avant que le club, le Shooting Star, ne tombe sur des équipes oui. Qui avaient peut-être un niveau un peu plus élevé que le travail que Tony Agbessi a eu à faire. Je pense que c'est à partir de la 4e journée, notamment face à Semassi de Sokodé, où l'équipe a été battue 1-0 sur une situation où, par après, la commission centrale des arbitres a suspendu
pour un temps donné l'arbitre de cette rencontre parce qu'on estimait qu'il n'y avait pas pénalty et que c'est sur ce pénalty-là que Semassi s'est imposé à domicile 1-0. Et c'est là que la déconvenue a commencé pour le club final. Il faut comprendre aussi parce que là, il y avait 2 joueurs qui ont eu écopé de carton rouge. Il y a l'entraîneur également qui avait écopé de carton rouge sur ce seul match. Donc, par après, l'intérim, disons que l'intérim a été mal géré. Bon, ça n'a pas marché comme cela se devait. Et bon, heureusement, après, c'est à partir de la 7e journée que l'équipe a commencé par se reprendre encore un peu. Et finalement, c'était des résultats en dents de scie. Mais à voir le parcours d'une équipe qui était en souffrance la saison dernière, comparativement au démarrage de cette nouvelle saison, je me dis, l'Étoile filante est à son meilleur niveau. Maintenant, on va espérer, avec ces 3 semaines, qu'il va y avoir du travail qui va être fait et on verra la suite. Exactement. On sent en tout cas du côté de l'Étoile filante une forme de mixture. On rappelle également que cette équipe a terminé la phase aller à la 5e position, ce qui n'est pas du tout, en tout cas, négligeable. Arriver à l'Étoile filante, c'est un club identitaire où il y a tellement de pression à la fois des dirigeants, à la fois des supporters. Vous pensez que Tony Agbessi a pu gérer comme il se doit justement cette première phase aller comme il faut, selon vous? Et Tony Agbessi, avant tout, tout le monde le connaît. Il passait par Ifodje, Tambo, Gomido, avant d'arriver à l'Étoile filante. Hein? Oui, il a fait à Gaza en deuxième division. C'est un jeune entraîneur, mais très charismatique, que j'apprécie beaucoup. Dans ses faits et gestes, il est toujours là, calme, serein sur le terrain. Mais c'est un monsieur qu'on connaît toujours décidé à bien faire les choses. On a vu son arrivée à l'Étoile filante. Très tôt, au début, il a essayé de faire des trucs qu'on ne faisait pas avant, donner la chance aux jeunes. Et il l'a fait. Pour vous, il a su oser. Il a osé et il a réussi. Ce carton rouge qu'il a reçu contre Semassi de Chefouri. Cette histoire a cassé le rythme qu'avait l'effectif et c'est que ça a touché un peu l'effectif moralement. Ça fait que ça n'a plus réussi. Mais après, il a repris les choses en main. Il a commencé par remettre de l'ordre dans la maison. Et que ce soit les supporters, que ce soit les dirigeants aujourd'hui, Tony Agbessi a la confiance de ces gens-là. Et il n'y a pas de... Comme les années passées où on menaçait toujours les entraîneurs sur le terrain. Aujourd'hui, c'est comme c'est un fils de la maison. Les supporters voulaient du résultat positif. Et ils aiment le résultat, certes, mais ça vient, c'est le football. Ça vient, ça passe, ça vient, ça passe. C'est comme ça. Même ASK a perdu un match. Tout à fait. Mais cette fois-ci, on espère bien que Tony Agbessi va bien tenir la baraque et remettre l'équipe de l'Étoile filante à sa place convenablement. Le fait que Tony Agbessi fait confiance aux jeunes, quelle est votre interprétation là-dessus? Parce qu'on sait très bien que notre première division depuis des décennies, ce sont vraiment les expérimentés. Hein. Il faut avoir minimum 30 ans voilà, pour être dans le game, comme on dit. Mais aujourd'hui, oser avec des jeunes, c'est un pari gagné pour vous, selon vous? C'est un monsieur qui est dans la logique de la professionnalisation du football. D'accord. Aujourd'hui, quand tu dépasses déjà 25 ans, tu n'as plus la chance là d'évoluer ailleurs en Europe. Surtout à l'extérieur. À l'extérieur. Ah, oui. Et ça veut dire qu'il a cette chance-là d'apporter à ces jeunes-là cette vitrine, de les exposer à évoluer au plus haut niveau. M. Tony Agbessi, que tout le monde connaît parfaitement, dans sa logique de la chose, c'est essayer d'apporter quelque chose de nouveau au football togolais. Et c'est ce qu'il est en train de faire actuellement. On voit, c'est un monsieur qui, dans l'avenir, peut bousculer l'hierarchie des entraîneurs au Togo. Pourquoi pas se positionner au plus haut niveau. Et on remarque également, Charles, je parle sous votre contrôle, que les équipes de Tony Agbessi, c'est un jeu élaboré, en quittant la base, en passant par les ailes. En tout cas, c'est un football assez structuré. Vous voyez la même chose également, selon tout ce qu'on dit sur Tony Agbessi? Non, mais je pense que depuis qu'il a commencé sa carrière, notamment à Tambo FC de Dacha, qu'il a fait qualifier pour la première division, la montée en première division. Oui. Il a d'ailleurs commencé à Arabia de Tablier. Exactement. C'est là-bas qu'il s'est révélé. Oui. Et puis, bon, il est passé par Tambo. À Tambo, tout le monde a reconnu le travail qu'il a eu à faire au niveau du club de Dacha.
Et bon, c'est un entraîneur qui aime aller au front. Oui. Quand vous voyez son jeu, c'est un jeu ouvert, un jeu tactique, où il mise beaucoup sur les milieux de terrain pour faire le travail. C'est un entraîneur, vous savez, il fait partie de la jeune génération, et donc c'est normal que tout le monde veut s'identifier à un entraîneur international. Et donc, on le sent dans son jeu, d'abord déjà par son accoutrement. Vous allez voir un certain Laurent Blanc, lui, il porte toujours la casquette. Oui, la sur la casquette. tête. Voilà. Maintenant, en termes de contenu de jeu, vous allez voir que ça a une ressemblance pour l'entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, c'est-à-dire un jeu ouvert où il y a plus de passes, il n'y a pas de ballons qui sont balancés en désordre. Et quand vous le voyez même en fin de match, il fait de très belles analyses. Très belles analyses. Moi, j'ai surtout été marqué par son analyse après le match Asco de Cara et Étoile-Filante, où son équipe a perdu 1-0. Où il a été lucide en disant que il pouvait gagner cette rencontre, n'eût été la maladresse de ses attaquants, parce que avant que Asco n'inscrive son but sur plus ou moins du bras ou de la main, il avait ses attaquants avaient plusieurs occasions de marquer, ce qui n'a pas été le cas, mais cela ne remet pas forcément en cause le but qui a été marqué. Donc c'est une défaite, donc ils doivent aller chercher à travailler. Ça, c'est un entraîneur qui, c'est-à-dire que vous allez comprendre qu'en amont, il a fait un travail et que à l'instant, ça n'a pas marché. Et donc, du coup, il se prépare pour relever le défi. Et donc, je pense que c'est un entraîneur qui est vraiment très lucide. Maintenant, côté pression dont vous aviez parlé, quand vous voyez l'entraîneur, moi je me dis, il se fie de la pression du public. Ça se sent dans sa façon de diriger son groupe. Et il protège le groupe, l'effectif. Et puis, bon, comparativement aux anciens qui subissaient, lui, il est toujours serein sur son banc de touche. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on retrouve le top final dans le top 5 de la phase aller, je pense que c'est à féliciter. On doit encourager ce jeune entraîneur. Et je dis peut-être l'un des aspects qui aurait également boosté son équipe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, je pense 2 ou 3 ans, on a vu l'équipe de l'Étoile Filante qui avait une catégorie U17. Mais pas après, je pense que le projet n'a plus poursuivi. On a vu cela aussi au niveau d'Agaza. Je pense qu'il a profité de ces jeunes-là pour les jeter dans le groupe. Et je me dis que ça fait du bien au travail qu'il est en train de faire. Tony Agbessi à la tête de l'Étoile Filante de Lomé, il sera encore présent lors de la phase retour. Lucidité, ambition, en tout cas pour ce jeune entraîneur. On va l'écouter par rapport à ce qui a été fait lors de la première partie de la saison et en même temps la projection à venir, parce qu'on a cessé de le répéter, la phase retour c'est dans quelques jours. On va écouter Tony Agbessi et derrière on revient en plateau. Après 13 journées, ça fait notre 6e victoire, 6 victoires, 6 défaites et puis un match nul. Je me dis que si c'est cette défaite que nous avons eu, 2 malencontreusement sur erreur d'arbitrage, si on avait pu tenir un match nul, 2 matchs nuls, si on avait pu encore tenir sur l'erreur du but qu'on a pris contre SK, si on avait pu tenir encore un but, un point du nul, ce serait encore beaucoup plus pour nous. Maintenant, c'est ce côté qu'il va falloir réellement travailler. Parce que quand vous gérez un match, quand vous n'arrivez pas à marquer, il ne faut pas non plus prendre des buts. C'est ce qui nous a vraiment fait reculer face à SK, face à Asco, face à Semassi de Socoré. C'est des matchs que, quand on me demande aujourd'hui de faire le bilan, c'est des matchs que je regrette en fait. De toutes les façons, vous aurez des surprises quand même avec les 3 finances, surtout en attaque. Vous aurez des joueurs qui vont revenir, des noms que vous allez voir. Il a bien dressé, en tout cas, le bilan de la phase aller, n'eût été certains accros face à la SK et tout. On sent que c'est un entraîneur, en tout cas, qui avait un objectif bien écrit sur un tableau. Les cases n'ont pas été toutes cochées, mais il relativise. Et en disant, en chutant, on va rester sur la chute, que lors de la phase retour, il y a des choses, il ne veut pas dévoiler tout. Vraiment, ça se sent déjà qu'il est déjà préparé pour la deuxième partie de la saison. Et sans savoir même qu'il a des joueurs aguerris, très jeunes,
et il va encore chercher plus. Exactement. Pour des informations, il y a des joueurs qui ont déjà rallié les rangs de l'étoile filante, et 2 ou 3 qui vont bientôt faire place aussi dans le groupe. Et on a vu un monsieur, on l'a déjà dit, c'est un monsieur très serein, il est calme, tranquille. On ne le bouscule pas comme on le faisait avec les autres entraîneurs. Ça veut dire que c'est un stratège, c'est un monsieur qui sait où il va. Nous rappelons qu'il a été enregistré, en tout cas comme entraîneur, pour 3 ans. Hein. On attend de voir si, en tout cas, il ira au bout de son contrat. C'est rare de voir très rare. C'est une exception. C'est une exception. Ça veut dire que, d'abord, le bureau de l'étoile filante, ils ont cette confiance-là à ce monsieur et ils veulent vraiment donner la chance à ce monsieur de rehausser le niveau de l'étoile filante. Et pourquoi pas bousculer l'hierarchie et prendre la première place. N'est-ce pas? Pour le moment, on voit un monsieur calme, tranquille, qui ne met pas trop de la pression sur ses joueurs, qui veut juste faire rouler la balle. Et après le match, il fait des sorties, des communications très calmes. Il n'envenime pas les choses, il ne met pas de la pression sur les joueurs, il défend, il protège toujours ses joueurs. C'est un monsieur de vision qu'il faut vraiment accompagner. En tout cas, on sent que vous l'aimez bien, ce Tony Agbessi. La bonne nouvelle également du côté de Viva Filante. Charles, on va terminer justement sur cet aspect avant de passer à Espoir et Cédizio. C'est qu'ils ont quand même, elle a peut-être un des meilleurs jeunes joueurs, sinon meilleur jeune buteur, Francis Chamou, qui fait du bien à cette équipe, parce que là, on parle du deuxième meilleur buteur du championnat, après Urobodi Arissou. Ça aussi, c'est un point positif. Je pense qu'ils sont à 7 buts. Ils sont à 7 buts. Les deux sont comme meilleur buteur. Je pense que Arissou, parce que c'est son aîné. Non, mais je pense que Arissou était à 7 buts avant qu'il arrive, donc c'est normal. Ben, je me dis, c'est également l'un des atouts de l'étoile filante, même si il faut parler de l'inconstance de nos attaquants. En général, on sait que sur 13 matchs, 7 buts, la moyenne, ça fait moins d'1 but par match. C'est un peu pour des attaquants qui... C'est pauvre, pour des attaquants qui sont en quête de repères, parce qu'ils sont jeunes, ils doivent chercher à aller de l'avant, ils doivent chercher à aller à l'extérieur, à crever l'écran. Donc je me dis que, bon, pour Francis Chamou, c'est une première, c'est encouragé, mais je me dis, quand vous voyez un peu le talent du joueur, un peu plus de sérieux, de combativité, il peut faire encore mieux que ça, parce que là, sur certaines journées, il a bien démarré. Mais je pense entre la 4e et la 7e journée, il y avait eu un déficit de but de sa part. Mais je pense que pour une première saison, pour ce joueur qui s'illustre, quand je dis une première saison, c'est-à-dire c'est au cours de cette saison-là qu'il est en train de s'illustrer. Donc je me dis que c'est pas mal. Nous, on va l'encourager à continuer par travailler, à gravir les échelons, et puis pourquoi pas peut-être faire mieux que cette première phase aller. Notamment au niveau du milieu de terrain où on doit encore plus l'accompagner dans les ballons en profondeur pour qu'il puisse faire les passes décisives, pour qu'il puisse faire la différence, parce que c'est très important. Même si vous n'arrivez pas à terminer premier, je pense que l'une des satisfactions aussi pour l'équipe, c'est d'avoir un meilleur buteur dans son rang, ou bien le meilleur joueur du championnat dans son rang. Ça fait également du bien. Ça fait du bien également même pour l'entraîneur qui dit que son travail est en train de porter ses fruits. Et on continuera, messieurs et dames, à suivre bien sûr Francis Chamou et tous les autres meilleurs buteurs, en tout cas de cette phase aller dans cette compétition qui revient à partir du 21 février pour la manche retour. On évolue pour parler d'un autre club également qui a des difficultés lors de cette phase aller, qui n'est pas verni aussi que l'étoile filante de Lomé. On parle bien sûr d'Espoir FC du Zion, classé 11e bien sûr après la manche aller, une équipe également qui est en difficulté. Oui, cette équipe d'Espoir, on se disait, Ben Tété Ajakpa, il est arrivé, il va apporter un renouveau à cette équipe. Pour vous, pour une phase aller, que retenez-vous de son bilan par rapport aux prestations et tout ce que cette équipe a fait? Mitigé, bilan mitigé pour cause de... Ils ont quand même épaté le public, ils ont fait du bien, du bon et du mauvais à la fois. Et il sait pertinemment qu'il y a eu des problèmes en interne. Et ça a vraiment déchiré le groupe, ça a handicapé le groupe et fragilisé les joueurs.
Mais n'oublions pas que c'était la seule équipe qui a pu battre le champion de la mi-saison, la SK. Oui. Attention, ça veut dire qu'ils ont du potentiel, ils pouvaient mieux faire. L'entraîneur il se donne à 100%. Oui. Mais quand les joueurs ne sont pas moralement en place, quand il n'y a pas les dirigeants qui n'accompagnent pas convenablement les joueurs, je veux parler du côté financier, où il y a des primes et des salaires qui non versés. Ces trucs-là ont vraiment handicapé le coach Ben Tété Diakpa. Ça fait que le monsieur, malgré son travail fourni, on n'a pas retrouvé cette harmonie, cette joie-là que les joueurs devaient avoir en amont avant d'aborder les matchs. Il n'y a pas ça. Il y a des grèves qui ont perturbé ces rassemblements, ces entraînements et autres. Ce qui a fait qu'ils se retrouvent maintenant à cette place-là. J'espère bien que les entraîneurs, les dirigeants plutôt, vont se donner les moyens de pouvoir satisfaire convenablement les joueurs pour que cette deuxième partie de la saison soit favorable pour l'entraîneur. Il est en train d'espérer une meilleure deuxième partie de saison. On va écouter bien sûr Ben Tété Diakpa sur le parcours de son équipe lors de la phase aller et peut-être, oui, des changements à venir lors de la phase retour. Satisfait, non, je ne peux pas être satisfait. Mais je crois que honnêtement, avant d'engager beaucoup de points, il y a beaucoup de choses à faire. Et comme je le dis, le travail ne suffit pas sur le terrain. Sinon, si c'est pour le terrain, je crois quand même que ce que vous voyez, mais je crois quand même qu'il faut aller au-delà du terrain, c'est-à-dire que revoir, discuter avec les joueurs, voir ce qui ne va pas à leur niveau. Essayer de gérer ces problèmes. Le linge, se lave en famille. Nous sommes en famille. Non. C'est vrai, nous sommes en famille, mais vous êtes des journalistes. Hein? Après tout, les détails, j'ai des dirigeants, posez la question aux dirigeants, et ils vont vous répondre. Moi, je suis technicien et tout ce que je peux dire, c'est sûrement purement technique. Ah oui, on a tout fait pour lui arracher des détails, mais il est resté figé, hein, ne pas du tout dire s'il est au sein de l'équipe et autour. Charles, voilà, c'était Ben Tété Diakpa. On l'a écouté, on a senti, oui, qu'il y a des problèmes qu'il ne veut pas du tout énumérer. C'est peut-être ça aussi. Sinon, c'est pas peut-être, mais c'est ça qui a plombé l'évolution de l'équipe. Ça, c'est vrai. L'analyse est pertinente. Vous savez, le problème de l'espoir de Espoir FC des Ions, je pense que ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. D'accord. Déjà, sous Théophile Bola, disons, sur ces 3 dernières années, il n'y a pas cette sérénité-là au niveau de l'équipe de Espoir des Ions. On connaît Théophile Bola qui a poussé des gueules par ici, par là. Mais vous savez, quand vous voyez l'équipe la saison dernière, c'était une équipe qui a bousculé un peu la hiérarchie. Oui. Mais vous savez, on dit souvent à l'impossible n'est tenu. Lui fait ses efforts. Maintenant, si au niveau des dirigeants, il y a du relâchement, ben, lui ne peut rien. Parce que quand les joueurs ne sont pas bien nantis, quand les joueurs ne sont pas bien logés, et quand je dis logés, ce n'est pas logement, mais c'est-à-dire moralement, et puis spirituellement, financièrement, quand les joueurs ne sont pas bien logés, ben, ils ne peuvent rien faire. Vous voyez, moi je dis, avec Ben Tété Diakpa, on pouvait dire que si le résultat n'y est pas, on va l'accuser. Mais dans ce cas précis, je pense que quand vous voyez un peu ce que l'entraîneur a fait avec cette équipe-là, il a fait de son mieux. Malgré les difficultés, il a fait de son mieux parce que c'est un technicien qui est reconnu pour sa stratégie. Son bout du travail bien fait. Son bout du travail bien fait. Donc, vous voyez, sur la phase aller, Espoir de Zion a eu beaucoup de soucis. David en a évoqué certains tout à l'heure. Et donc, je pense qu'il a dit que les dirigeants sont là. Il faut aller poser la question aux dirigeants. Lui va poser la question aux joueurs, ce qui ne va pas, même s'il sait. C'est qu'il sait, mais il ne veut pas en parler. Mais ça aussi, Charles, avant que vous ne continuiez, ça pose encore le problème du modèle économique de nos clubs. Si tout doit sortir de la poche du président, ben on n'est pas sorti de l'auberge. Malheureusement, quand vous prenez peut-être 70 voire 80% de nos équipes qui évoluent en dehors de NATO, c'est le cas. C'est seul le président. Et c'est peut-être lorsque le président est asphyxié financièrement que vous allez voir peut-être un mécène ou bien une personne ressource de la localité sortir quelque part juste pour vous donner
un coup de main pour que l'équipe ne soit pas reléguée. Juste. Et vous le voyez, et après il disparaît. Il disparaît. Parce qu'il n'est pas prêt à des millions, et ne pas en gagner en retour. Parce que quand vous voyez un peu avec d'autres clubs, la saison dernière, des clubs ont utilisé pour la DE Lonato jusqu'à 80 millions. Wow. Et ça, c'est ceux qui... Et combien ont-ils eu en retour? Voilà, et ça, c'est ceux qui ont utilisé moins ça. Oui. Maintenant, il y en a qui sont allés au-delà de 100 millions de francs CFA. Wow. Maintenant, vous posez la question, comment est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de partenaire. Il n'y a pas d'ailleurs même la billetterie. Oui. Elle est très faible. Elle est très faible. Oui, il n'y a pas de vente de joueurs. Il n'y a pas de vente de joueurs. Mais comment est-ce que vous vous en sortez? C'est pourquoi il est très important qu'au niveau de chaque équipe, qu'il crée un modèle économique. Aujourd'hui, les gens doivent comprendre que pour pouvoir vendre des joueurs, vous devez avoir des catégories de jeunes. Très important. Et à ce jour, je pense qu'au niveau de la SK, il y a un projet du genre qui se fait. Au niveau de la Skodekara, avec Mazia, il y a également ce genre de projet qui se fait. Et vous allez voir que si c'est eux qui commencent, ce sera... on ne sera pas là à crier. Dans 5 ans, dans 10 ans, si on retrouve toujours ASK et ASCO en tête du championnat. Parce qu'ils ont compris très tôt que c'est comme ça qu'ils peuvent en retour bénéficier des investissements qu'ils ont eu à faire en amont. Sur l'équipe d'espoir, vous espérez voir un meilleur rendement? Est-ce que les dirigeants vont vraiment prendre conscience de ça pour éviter? Ce sera vraiment très difficile parce que le contexte de FC Espoir de Zior est un peu différent des autres contextes. C'est-à-dire que c'est un club identitaire pour le Zior, mais quand vous allez en profondeur, c'est que il n'y a pas cette harmonie-là autour de l'équipe. C'est un panier de crabes. C'est un panier de crabes, donc je dis ce sera vraiment très difficile, à moins que les plus hautes autorités de la localité puissent rassembler les gens, parler et écouter et prendre de meilleures décisions pour que ce club-là puisse avancer. Sinon, on risque de voir Espoir FC du Zior disparaître. Disparaître. Voilà. Et on rappelle que dans cette équipe, il y a quand même deux joueurs qu'on a connus un peu. Un ancien, Adjarli Moïse, de Gomido, international togolais, et puis un certain droit mémoire ou qui est très très bon, qui est en train d'arriver. Buteur sur coup franc, toujours pour cette équipe. 4 buts. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors qu'il est utilisé même sous forme de joker. Exactement. Il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. En tout cas, on espère voir une meilleure équipe, un meilleur visage d'Espoir FC du Zior lors de la phase retour. Tout le bon courage à Ben Tété Adjapa qui était à Abidjan pour une formation, bien sûr, au niveau de l'UFOAB. Ils sont de retour déjà à Lomé. Et messieurs, on continue de parler sport sur notre chaîne avec cette fois-ci l'autre thématique. Il s'agit de la visite, ou sinon de la tournée du patron de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kosiak-Bovi, dans les savanes, histoire de voir un peu comment évolue tout doucement, bien sûr, l'état de mise en place des pelouses à l'intérieur du pays. Mon cher David, justement, sur cette sortie, sur cette activité-là, qu'est-ce que vous gardez comme interprétation? D'abord, c'est très bien, c'est à féliciter le geste du président de la fédération, sortir de Lomé, si je peux le dire ainsi, et aller dans les savanes pour voir à peu près ce qui se passe réellement là-bas, aller toucher du doigt la réalité de la localité, c'est très bien. On voit aujourd'hui que le monsieur, il est allé là-bas, il avait des objectifs et il va le mettre en pratique pour que ça puisse marcher de l'autre côté. On a des problèmes dans les savanes là-bas où il faut régler avant même d'aborder la professionnalisation. On n'a pas de stade, on n'a rien d'infrastructure, non, il n'y a rien. Et aujourd'hui, je ne sais pas quelle mouche a piqué le président de la fédération sur ce déplacement. Ça va faire du bien à cette population, ça va vraiment permettre à cette population de dire « Ah, on nous regarde aussi. Si le président s'est démerdé pour arriver chez nous, ça veut dire qu'il nous considère et puis il nous donne de l'importance et que dans les jours à venir, pourquoi pas va naître des stades, va essayer de nous épater pour qu'on puisse nous aussi être au fin fond de la marmite. Aujourd'hui, on a déjà vu beaucoup de choses qui se font au sud. Si ça peut se réaliser au nord, je pense bien qu'on va essayer à un moment donné d'avoir un grand stade aussi au nord. Et quand il y aura les matchs des éperviers, pourquoi pas ne pas aller jouer au nord? Ça ferait du bien à la population. Cette sortie du président, du premier responsable du football togolais, Charles,
Votre avis là-dessus? Non, ben, je pense que la Ligue des Savanes fait également partie du Togo. Absolument. C'est normal que, Absolument. en tant que président de la fédération, qu'il puisse aller voir, faire l'état des lieux. Écouter, écouter. échanger, C'est vrai que observer. c'est vrai qu'il y a quelques mois ou années de cela, on estimait que la FTF a marginalisé le football dans les savanes parce que depuis que on a instauré la pratique ou bien à ce que les matchs des D1 des matchs de la D1 se jouent sur des terrains gazonnés. La région des Savanes n'en disposant pas, je pense que le club de Djoumbé et le club de Fouadan venaient jouer à Kara. Mais même avant ça, ça se jouait sur du dur. Match de première division, c'était pas du tout convenable. C'était pas du tout convenable. Et donc, ce qui a fait que même le comité directeur d'avant a boycotté les élections de la FTF il y a de cela 2 ans pour manifester son mécontentement par le fait que la Ligue des Savanes a été marginalisée. Ben, heureusement que le ministère des Sports oui, tout à fait, avec Madame Lydie Bessikama, effectivement, a eu à recevoir les différentes plaintes et puis à travailler là-dessus en synergie avec la Fédération togolaise de football. Et donc, cela a fait que il y a eu un terrain qui a été gazonné à Mango. Il y a des techniciens qui ont été envoyés. On a trouvé un espace à Dapaon pour la construction d'un terrain moderne. Et donc, je pense que c'est déjà un pas. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. C'est déjà un pas. Maintenant, le président, je pense que ce déplacement, c'est pour rassurer les membres du comité directeur de la Ligue des Savanes que la FTF compte également sur les Savanes dans le cadre du développement du football national. Et bon, l'occasion a été également pour le président d'aller visiter les installations qui, d'après les informations, devaient abriter les compétitions nationales cette année. Maintenant, le problème est que la région des Savanes n'a plus de club éligible en D1. En D1, bien sûr. Les deux, Fouadan et Doumbé, vont évoluer en D2. Donc, ils auront l'occasion d'évoluer à domicile désormais. Pourquoi pas. Et que ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Et que désormais aussi, les clubs de Lomé doivent s'attendre à faire le déplacement. Ah, c'est important. C'est important. Ah oui. Donc, je pense que le problème d'infrastructure se pose un peu partout. Toujours. C'est que la région des Savanes n'en a même pas. C'est la toute première. Maintenant, dans les autres localités, il n'y en a qu'une seule. Qu'on demande d'en avoir encore un peu plus. Deux ou trois. Donc, je pense que le problème est réel et que cette démarche du président de la FTF est à saluer et que ça ne s'arrête pas seulement là, au niveau de la région des Savanes, que ça continue aussi au niveau des autres régions pour avoir les informations concernant les problèmes d'infrastructure que les clubs ont. Nous rappelons également que le stade de Moitié est en construction. On ne sait pas si vraiment c'est définitivement fait ou pas. On aura avec un tapis qui pose problème. Ah oui, qui pose problème. Les détails sur les poteaux et tout ce qui va avec. Oui, puisque déjà même lors du championnat, le championnat féminin qui a pris fin le dimanche dernier, le lancement a été fait à Moitié. Le club, notamment c'est Barracuda féminine qui avait fait le déplacement, les dirigeants, ils n'étaient pas d'accord par rapport à l'état de la pelouse qui était glissant, alors que c'était un tapis, c'était un gazon synthétique. Il n'y avait même pas plu, mais donc ça veut dire que c'est à revoir. Totalement à revoir. En tout cas, le défi des infrastructures reste également très très important dans les cahiers de charge de la Fédération togolaise de football. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le patron du football togolais est allé dans les savanes pour voir justement et faire un échange, un atelier de travail, bien sûr, avec les différents acteurs de ce côté-là. Et on croise les doigts pour que les prochaines fois, soient meilleurs et qu'on puisse également voir, bien sûr, des pelouses sorties, bien sûr, de cette partie du Togo. Messieurs, on va continuer de parler foot et cette fois-ci, on va débattre un peu sur le profil et voir l'identité du prochain sélectionneur du Togo, mais ce serait juste après le jingle instant débat. Le temps de souffler un peu, on vous retrouve dans quelques secondes.
On s'intéresse à cette thématique également qui est bien sûr le plateau. Il s'agit bien sûr du prochain sélectionneur des éperviers du Togo après bien sûr l'éviction de Nibombe Daré depuis tout ce temps. On n'a pas encore idée, voilà, qu'on n'ait même pas le visage de celui-là qui va conduire les éperviers du Togo lors des prochaines éliminatoires, d'abord de la CAN et probablement du mondial à venir. Pour l'instant, c'est silence radio. Il y a beaucoup de supputations dans les couloirs un peu partout, dans les différentes rédactions. Charles, à votre niveau, comment ça, je vois sourire, comment ça se traite et c'est quoi les dernières infos que vous détenez au niveau de l'équipe sportive? Ben, vous savez, depuis quelques jours ou semaines, il y a 3 profils, ou bien 3 noms qui circulent sur les réseaux sociaux. On parle de Olivier Guingamp, on parle de Jean-Michel Cavalli, on parle de Hubert Vellut. D'accord. Mais moi, je me dis, est-ce que le profil du prochain sélectionneur, moi je me dis, est-ce que à l'instant T, c'est cela qui doit nous importer? Moi, je pense que non. Moi, je préfère plutôt qu'on nous parle des sélectionneurs de catégorie de jeunes. Et c'est en fonction de cela qu'on saura le profil pour le sélectionneur de l'équipe nationale A. C'est-à-dire que vous prenez un entraîneur pour l'équipe nationale A, quel travail il va faire? Quel travail? Il a les joueurs de première division, les joueurs expatriés pour jouer les éliminatoires de la CAN, par exemple. Oui. Mais depuis 2017, le Togo n'a plus été à la CAN. Oui, le Togo n'a pas été à la CAN tout simplement parce que le Togo n'a plus les joueurs de niveau international. Charles, vous renversez la pyramide. Moi, je renverse la pyramide. D'accord. J'aimerais aujourd'hui qu'on mette en place très rapidement les sélections de jeunes. Et sur cette base, ça permettra à l'entraîneur de savoir le profil de l'entraîneur. C'est-à-dire qu'en fonction des sélectionneurs de jeunes que nous avons, ça nous permettra de savoir le profil du sélectionneur qu'on devait avoir. Parce que, au fait, c'est une chaîne de valeur pour les sélectionneurs. Le sélectionneur A qui arrive, qui commence par implémenter quelque chose, malheureusement, qui ne s'implémente pas dans les catégories de jeunes, ça veut dire que l'entraîneur ne pourra jamais avoir le résultat. Parce que il faudrait que ça parte de la base, qu'il suit, et en fonction de ça, qu'il puisse dénicher des joueurs pour étoffer son effectif. Cette analyse, est-ce que, comme vous le dites, est-ce que c'est pas tard de passer par, procéder par cette manière-là? Non, mais c'est pas tard. Tout le monde sait que depuis déjà au mois d'octobre ou novembre, on n'avait plus de sélectionneurs de jeunes. Oui, tout le monde sait. Bon, maintenant, le départ du Nibombe Daré, on peut se dire que c'était une surprise pour tout le monde. Même si la plupart réclamaient que les résultats n'y étaient pas, mais son départ le 29 décembre dernier, c'était une surprise pour tout le monde. Maintenant, de janvier, on est à février, ça fait pratiquement 8 semaines qu'on est à la recherche de cet entraîneur-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, par rapport à la vision que la fédération veut donner, on n'a pas encore peut-être les entraîneurs de jeunes pour parler de vision avec l'entraîneur A. Quand vous parlez de jeunes, vous faites allusion au U23, au U20, au U17? Oui, je fais allusion à ces catégories-là parce que vous savez, supposons on prend un entraîneur comme Hubert Vellut. Hubert Vellut, tout le monde sait qu'il est déjà passé par le Togo dans les années 2016-2017. Et tout le monde sait que quand il est arrivé, en ce moment, on avait une équipe où ça allait. On avait des joueurs. On avait des joueurs. On avait une très bonne équipe. Oui, le résultat à cette CAN 2017, là, acceptable. Le Togo était sur une bonne voie. Non, 2017, non, 2010. 2010? C'était 2010. Avant la CAN 2013 en Afrique du Sud. Avant la CAN 2013 en Afrique du Sud. Donc tout le monde sait ce que Hubert Vellut a fait. On avait une équipe qui était en pleine progression. Oui. Maintenant, aujourd'hui, c'est que avec les entraîneurs qui sont passés, Claude Leroy, l'autre là, Paulo Duarte, et puis Daré Nibombe, tout le monde sait qu'il n'y avait plus de résultats. D'accord. Maintenant, si on veut construire une équipe à travers un profil, il faudrait que ça soit du bas vers le haut. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on n'a plus de joueurs qui peuvent nous faire l'affaire de qualification. D'accord. On va continuer le débat, mais on va également recueillir votre avis justement sur l'identité, le profil du prochain sélectionneur. Le sujet vous parle, c'est quoi justement votre analyse? Moi, je pense que depuis que Nibombe Daré est parti, pas volontairement certes, les profils qui font face ne sont pas ce que moi j'ai en tête. Il va falloir réellement avoir... Vous voyez qui pour notre sélection? Je ne veux pas donner de nom certes, mais pourquoi je veux pas? Allez-y.
Ça peut être une piste à explorer par la fédération. Un Togolais qui est dans notre championnat. Un autre sélectionneur. Un autre sélectionneur. Vous parlez de Jean-Paul Dosiabalo? Non. Qui a été déjà avec le Chan, avec le Togo, non? Jean-Paul Abalo, il était dans le lot de Nibombé Daré. Il a travaillé dans le staff, bien sûr. Jean-Paul Abalo, non. Non, d'accord. Je veux des entraîneurs capables d'apporter autre chose que ce que le staff passé a apporté. Aujourd'hui, on a des entraîneurs volontaires, très décidés à bien faire les choses. Oui. On parlait tout récemment de Tony Abessi. Oui, par exemple. De Ben Adjapa. Vous pensez qu'on peut les prendre pour diriger le pays? Il va falloir réellement qu'on réfléchisse autrement et qu'on puisse savoir que ces messieurs-là sont capables de faire du bon boulot que de penser à des Guingamp, bien sûr. Ce sont des sélectionneurs qui ont, on pourrait dire, un carnet d'adresses intéressant, un réseau intéressant. On le sait. Dites-moi, lors de la CAN, les 4 demi-finalistes, les entraîneurs viennent d'où? C'est la question qu'il va falloir se poser actuellement. D'accord. Ce sont des Africains de leur propre pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous donnez la chance à ces entraîneurs-là qui travaillent dans leur championnat d'avoir la clé de la sélection et d'apporter quelque chose de nouveau. Vous estimez qu'on en a aujourd'hui capable de diriger les éperviers? Très capable, je le dis. Et j'ai déjà cité des noms. D'accord. Tony Abessi est capable. Ben Azakpa, il est capable. La sélection, c'est un autre contexte, hein, David Moulouni. Je sais. D'accord. Mais il va falloir faire confiance à ces messieurs-là, même si les gens pensent qu'ils ne sont pas encore mûrs mentalement pour le faire. Ceux qui étaient à la CAN n'étaient pas mûrs aussi, mais ils ont fait le boulot. On comprend que votre position est tranchée. Hein. Pas question d'avoir des expatriés entre des entraîneurs, des sélectionneurs étrangers. On parle toujours de l'identité de cet entraîneur-là qui doit connaître notre contexte, la question des joueurs, la question bien sûr de l'organisation, la question du management, la question de la pression du public qui attend toujours le retour de la sélection en Coupe d'Afrique des Nations, pas que. Il y a beaucoup de paramètres sur la table. Oui, c'est pour cela que je disais, en fait, le réel problème, c'est un problème de casting. D'accord. Par rapport au profil. Le choix de David tout à l'heure, je pense que c'est un très bon choix aussi. Dans la mesure où, moi, je parlais de la sélection des jeunes. Bien sûr. Pour vous, c'est fondamental. Oui, sans oublier qu'il y a également quelques critères de la CAF qui rentrent en jeu par rapport au diplôme des entraîneurs. Oui. Un exemple comme ça. Supposons qu'on a, par exemple, au niveau de la sélection et sélection U17, exemple, on a Agrien, Wassiou, on a par exemple U20, on a Tony Abessi. D'accord. Par exemple, au niveau U23, on a un technicien comme peut-être Ben Teke Adjapa. C'est un exemple que vous donnez. C'est un exemple que je suis en train de donner. La sélection locale Kouadia Kader. Oui. Qui est déjà là. Oui, d'accord. Un exemple. Oui. Vous voyez, c'est-à-dire que ce sont déjà des techniciens qui se connaissent, qui travaillent ensemble. C'est un atout? C'est un atout. D'accord. Et la philosophie de jeu ne va pas changer. Parce que ils se connaissent déjà au plan national. Avec une identité de jeu bien précise. Avec une identité de jeu. D'accord. Kader Koubadia qui vit au pays. Je dis c'est un exemple. Oui, c'est vrai. Qui vit au pays, il suit le championnat. Oui. Et ça lui permettra peut-être de voir une U17. D'accord. De le faire franchir. Le palier. Le U23 pour arriver pour l'amener en sélection locale. En sélection, il n'y a plus de sélection locale aussi. Puis il n'y a plus le Chan. Ou bien peut-être pour le sélectionneur U23 de prendre un joueur U17 et de surclasser. Parce qu'il est potentiellement bon. Potentiellement bon. D'accord. Il a parlé de l'exemple des 4 demi-finalistes. Oui. Vous voyez le Sénégal. Le Sénégal a lui aussi c'est parti, Paptiou, qui avait remporté le Chan. Le Chan. Oui. Oui, mais il a remporté le Chan. Comment? Parce qu'entre-temps, il y avait les U17 qui ont remporté la Coupe d'Afrique. Il y avait les U20 qui l'ont remporté aussi. Et je pense que ce sont les U23 que ça a échappé. Exactement. Donc, c'est pour cela que je vous dis que le travail, c'est un travail à la chaîne. Une suite logique. Soit on veut se faire avec les autochtones, ou soit on monte une équipe avec des autochtones, et en fonction du profil de ces autochtones-là, on va chercher le profil de l'équipe nationale. Et là, c'est la fédération qui exige justement le profil. Oui. En fonction de ceux qui sont dans les catégories inférieures. Et là, ils vont chercher un entraîneur peut-être expatrié. Oui. Et l'expatrié, là, ce ne sera pas un entraîneur qui a 70 ans, qui a 65 ans. C'est quoi le rapport? Non, mais ce sera un entraîneur qui va être dynamique.
Un entraîneur qui peut suivre simultanément les U17, les U20, les U23. Dans la quarantaine. Dans la quarantaine, au plus dans la cinquantaine, Ok. pour pouvoir faire le travail. Maintenant, généralement, on va chercher des entraîneurs qui n'ont pas l'expérience Oui. africaine, et ça aussi, ça pose un problème. On peut chercher un entraîneur qui a déjà eu à faire des clubs africains Oui. pour venir maintenant. Lui, il sera là en tant que superviseur, parce qu'on a déjà une équipe A, on a déjà des joueurs Oui. dont les résultats n'y est pas. Il suffit la coordination. Il suffit maintenant de coordonner, Oui. de dénicher des joueurs au niveau de ces catégories de jeunes pour appuyer ces jeunes-là. Et puis je pense qu'on va avoir une équipe compétitive. Oui. Et sur plusieurs années, le Togo s'y va entendre parler de lui. Avant de continuer ce débat, mon cher David, pourquoi depuis 8 semaines ça traîne le problème est à quel niveau selon vous? La peur de faire mal, la peur de ne pas réussir, de faire un choix et après regretter. C'est ce qu'il y a actuellement sur le tapis. La fédération et le ministère, les deux, ils sont en train de discuter toujours, certes, mais ils ne voient pas quel profil réellement prendre pour ne pas décevoir une fois encore la population. Aujourd'hui, tout le monde le sait, que ce soit la fédération, que ce soit le ministère, ils veulent mettre en place un staff rapidement pour prendre les choses en main. Mais ils ont aussi cette peur-là de ne pas décevoir la population et ils cherchent la personne idéale. Est-ce qu'elle existe? Oui. On peut chercher Mourinho, on peut chercher Pep Guardiola, on peut Non. chercher Eric Chell, Loin de là. on peut chercher Pape Thiaw. En tout cas, il y a beaucoup d'entraîneurs. Hein? Loin de là. Loin de là. Pour vous, c'est Il y a un le autre creux qui local. avait- il y a un autre qui avait fuité. Lequel? Florent Ibengue. Ah, d'accord. Oui, c'est Je un dirais Africain c'est un Africain et c'est l'entraîneur idéal pour notre sélection. pour votre sélection. Pour vous, Charles, pourquoi ça traîne autant? Non, je valide un peu la position de David. Oui. Vous savez, on l'a dit, le départ de Daré Nimombe, ce n'était pas prévu. C'était une surprise. bien sûr. C'était une surprise parce que, c'est vrai, l'argument principal, c'est que l'objectif n'a pas été atteint. Tout le monde trouve cela Raisonnable. très facile. D'accord. Non, c'est raisonnable, mais également très Très facile. facile pour pouvoir le... Parce que le premier problème du Togo, c'est l'environnement du football togolais. Absolument. Et je peux vous dire que une grande personnalité l'a dit, que l'environnement actuel ne permettait pas à Daré Nimombe de De réussir. réussir. Et donc, vous voyez, maintenant, Attention, l'environnement également n'a pas permis à Paulo Duarte de réussir. de réussir. Et lui également, il est parti. Il est parti. D'accord. Maintenant, si c'est l'environnement qui ne permet pas, quelle disposition on est en train de prendre pour éviter, améliorer voilà, l'environnement pour que le prochain sélectionneur exactement. puisse travailler comme cela se Vous doit. avez des réponses à ça? Non, mais malheureusement, je n'ai pas de réponse réponse. de C'est réponse à pour ça. cela, Hmm. ça traîne Oui. à choisir ce sélectionneur-là au risque de, comment dit-on, de les mêmes effets. Produisent Non, les mêmes causes. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc ça fait réfléchir à tous les niveaux. C'est pour cela que je dis, le travail, ça doit continuer, ça doit démarrer à la base. Oui. Et à partir de la base, on peut avoir un résultat avec l'équipe A. C'est possible. On peut aujourd'hui choisir un bon profil. Oui. Mais ce profil-là ne pourra pas obtenir du résultat. Mais dès que le résultat va commencer par la base, le profil A, le profil de la sélection A, du sélectionneur de l'équipe A, Oui. va partir pour céder la place à ceux qui sont en train de faire le travail au niveau des jeunes. Dernière question, sans détour. Si on a un prochain sélectionneur, il faut le signer pour combien d'années? On va essayer de le signer au moins pour 2 ans. 2 ans. Renouvelable. Renouvelable. Oui. En fonction des résultats. Oui. Charles? Moi, je propose 3 ou 4 3 ans. ou 4 ans. Parce qu'il faut un travail dans la durée. Oui. C'est pour cela que je dis, s'il y a une équipe qui travaille à la base, Oui. il peut réussir. Il peut réussir. En tout cas, messieurs, merci infiniment pour vos analyses bien diversifiées et aussi riches en arguments. Nous, on va s'arrêter là. On rappelle que c'est juste des analyses. Hein. Nous, on n'est pas du tout à la place de la fédération pour choisir X ou Y. On attend toujours. Mais on continue de fouiller et lorsqu'on aura des informations, on reviendra bien sûr sur le sujet parce que beaucoup, en tout cas ceux qui continuent de croire en la résurrection du football togolais espèrent toujours avoir ce sélectionneur-là qui va venir donner beaucoup plus de résultats à l'avenir. David, encore une fois, merci d'être passé dans ce numéro. Merci Angelo.
avec votre veste de rockstar. En tout cas, merci à votre tailleur. Il faut le saluer de notre part. Charles Ernesto, infiniment merci à vous. Merci Angelo pour l'invitation. C'est le minimum qu'on puisse faire. On remercie également toute l'équipe technique, que ce soit Patrick, Fernand, Sylvain, Esaïe et Ezekiel, tous les autres qui ont travaillé autour de cette émission. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Restez toujours câblés sur SOS Docteur TV. À très bientôt. Bye bye.